Perek Tet, Likut Amarim Tanya. Nous sommes à la page 26, dernière ligne, dernier mot de la ligne au point. Ach inektiv ulom ilom yemat. J'ai déjà lu quelques-unes de ces lignes la dernière fois, mais pour la shlemut du Inyan, pour que le sujet soit complet, je vais reprendre ces quelques lignes. Nous avons expliqué jusqu'au Perek Het de quoi nous étions constitués. Nous avons en nous un nefesh halokit, un nefesh abamit. Nous les avons décrits, nous avons expliqué comment ils étaient structurés, construits. Et à partir du Perek Tet, nous commençons à parler de la façon dont ils s'opposent l'un à l'autre. Alors il était d'abord important de savoir où ils étaient localisés, au niveau de notre corps, parce que ça nous permettait d'apprécier lorsque nous avons des idées qui surgissent, eh bien en fonction de l'endroit d'où elles proviennent, je vais savoir si elles sont motivées plutôt par le nefesh halokit ou le nefesh abamit, comme nous avons expliqué la dernière fois, ou la fois précédente, je ne sais plus. En tout cas, comme on l'a déjà dit, le nefesh halokit prend position au niveau du cerveau, mais aussi au niveau du cœur, alors que le nefesh abamit, lui, ne prend position qu'au niveau du cœur, du côté gauche du cœur. Et nous allons, à partir d'aujourd'hui, définir quels sont les objectifs. On sait ce qu'est un nefesh halokit, un nefesh abamit, on sait où ils ont pris position. Maintenant, nous devons savoir quels sont les objectifs de notre nefesh halokit, de notre nefesh abamit. Alors, l'Admor Zaken commence, je reprends plus rapidement parce qu'on a déjà vu ces quelques lignes. Arinektiv. Le pasuk nous dit au sujet de Yaakov, de Esav, où le homme mil homme yematz. Une nation sera plus grande que l'autre nation. Comme nous avons dit l'autre fois, il s'agit de Yaakov et Esav, quand un monte, l'autre descend. C'est-à-dire que les deux ensemble ne peuvent pas gagner. Kiagouf nikraïr ktana, en Kohelet, Shlomo HaMelech compare le corps à une petite ville. Il y a un très belle histoire que raconte Shlomo HaMelech dans cette petite ville, au sujet de ses habitants. L'histoire est racontée avec beaucoup de détails dans Kohelet. Et Shlomo HaMelech décrit la guerre que vont mener deux rois pour prendre le contrôle de cette ville et de ses habitants. Et il dit, de la même manière que deux rois vont lutter pour prendre le contrôle d'une seule et même ville. Chacun veut les chofsha et nimloch alea. Il veut la conquérir et régner sur cette ville. Ici, chaque mot est important, nous le savons déjà. Nous savons à quel point l'Admor Zaken est précis dans son discours. Les chofsha, c'est la conquérir. L'imloch alea, c'est régner. Quand on parle de conquérir un territoire, bien, il arrive que lorsqu'on fasse la conquête d'un territoire, les habitants, au départ au moins, ne sont pas toujours très contents, ne sont pas toujours très d'accord. Ils n'ont pas le choix, le pays a été conquis, et contraints et forcés, ils doivent maintenant obéir à un nouveau chef, à un nouveau gouvernement. Lorsqu'on parle au contraire de l'imloch alea, de régner, lorsqu'on parle d'un règne, un roi règne avec la volonté du peuple. Si ce n'est pas avec la volonté du peuple, alors on n'appelle pas un roi, on l'appelle simplement un tyran. Mais lorsqu'il s'agit d'un roi, c'est un roi que le peuple a couronné, que le peuple a désigné. Et donc chacun des deux rois souhaite faire la conquête de cette ville et régner sur cette ville. L'objectif du nefesh halokit, je traduis maintenant, c'est d'abord de faire en sorte que le corps, qui est ici comparé à cette petite ville, puisse obéir d'abord contraint et forcé, par la force, et ensuite, beratson, ensuite volontairement. Dainu, c'est-à-dire lehanig yoshva kirtsono, de diriger ses habitants comme il le souhaite, et chez Yusarim le mashmato, qui lui obéissent, chaque fois qu'il va prendre une décision. Car j'étais un nefashot de la même façon, les deux nefashot, le nefesh halokit et le nefesh abamit halokit, vachiyunit abamit shebaklipa, nilchamot zoemzo, elles combattent l'une contre l'autre, à la gouf vechol evarav, combattent pour prendre le contrôle du corps et des membres du corps. Voilà quels sont les objectifs, dans les grandes lignes, qui sont à la fois ceux du nefesh halokit et en même temps ceux du nefesh abamit. Mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Quand le premier a gagné, c'est donc que l'autre a perdu. On imagine facilement, lorsqu'il y a des élections, pour choisir un dirigeant, puisque c'est l'exemple que nous donne Shlomo HaMelech, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Il ne peut pas gagner à deux, il ne peut pas y avoir, à la rigueur, il peut y avoir une alternance, et c'est en réalité ce qui se passe avec nous. Il y a une alternance, parfois c'est le nefesh halokit qui va effectivement atteindre ses objectifs, parfois ce sera le nefesh abamit. Comme j'ai dit l'autre fois, l'essentiel c'est d'avoir le dernier mot et d'être celui qui frappera le dernier. Mais l'objectif de chacune des deux nefashot,
du Nefesh Elokit comme du Nefesh Abamit, c'est d'avoir l'exclusivité du contrôle. Aucune des deux ne veut même accepter, comme on va le dire dans quelques lignes, ne veut accepter qu'un étranger vienne passer par là et donner son avis. Alors, pour cela, il va falloir se battre. C'est une guerre qui sera donc permanente, un peu comme ce qui se passe en Israël. Il y a une guerre qui ne dit pas son nom, mais qui est permanente. Régulièrement, les terroristes du Hamas ou du Hezbollah ou d'autres factions viennent perpétrer des attentats, ici, là, à la frontière, à l'intérieur. Et bien de la même manière, le Nefesh Abamit cherche à perpétrer des attentats. Parfois, il s'attaque aux yeux, parfois il s'attaque aux oreilles, parfois à la bouche. Il essaye de pénétrer à l'intérieur du système. Pour ça que il y a une lettre du rabbi, où le rabbi répond à quelqu'un qui était angoissé parce que il connaissait des hauts et des bas. Constamment, il vivait des périodes où les choses allaient plutôt bien dans Avodat Hashem, et puis ensuite il récidivait, et puis il reprenait le dessus, puis ensuite il récidivait. Et le rabbi lui explique qu'il n'y a pas de quoi s'émouvoir là et d'être inquiet ou quoi que ce soit, parce qu'il y a en nous deux nefashot qui sont en train de se battre l'une contre l'autre, et notre objectif, c'est de dire non à notre nefesh abamit. Comme j'ai dit l'autre fois, de lui fixer des règles et des limites, et quand on dit non, c'est non, la frontière est là et tu ne passeras pas. Il y a un passage qui dit Motara Adam mina behema ayin ka'akol havel. L'homme n'est pas mieux que l'animal. Motar Adam mina behema ayin. Bon, il y a plusieurs explications à ce passage. Quel est l'avantage de l'homme sur l'animal? C'est ayin. C'est la force du bitoul. Une autre explication qui dit quel est l'avantage de l'homme sur l'animal? C'est la capacité de dire ayin, non. Un animal répond à ses pulsions, à son instinct. Il ne sait pas se refuser quelque chose. Quand est-ce qu'on devient un homme? Motara Adam mina behema. Quand est-ce qu'on peut dire qu'on est devenu un homme et qu'on ne s'est pas comporté comme un animal? Eh bien, c'est précisément quand on est capable de dire non à ce qu'on a envie, de dire non à nos pulsions et à ce qu'on cherche, parmi les choses de ce monde. Alors voilà d'une manière générale ce que sont les objectifs de notre Nefesh Elokit, de notre Nefesh Abamit. Et maintenant, la Nozaken va nous parler plus en détail des objectifs de notre Nefesh Elokit. Quels sont ces objectifs? Eli. She'elokit chefsa utzona, shetehi levada moshelet alav manigatu. Nefesh Elokit, sa recherche et sa volonté est d'être la seule à dominer et à diriger le corps. L'Admor Zaken parle de chefetz et ratson. Chefetz c'est pnimi, ça veut dire c'est sa volonté profonde, alors que ratson c'est chitzoni. C'est la volonté moins profonde. La volonté comme elle apparaît. Pourquoi j'insiste sur Chefetz et Ratson? Parce que lorsque nous allons parler un peu plus tard, j'anticipe un peu, mais lorsque nous allons parler un peu plus tard des objectifs du Nefesh Abamit, l'Admor Zaken dira que Retzona nous dira quelle est sa volonté. Il ne parlera pas de Chefetza. Pourquoi? Parce que nous verrons qu'au fond, le Chefetz, le Ratson Pnimi, la volonté profonde du Nefesh Abamit, n'est pas opposée au Nefesh Elokit. Nous allons donner l'exemple de la femme Zona dont vous avez peut-être entendu parler, mais nous y reviendrons à la fin du Pérec. En tout cas, c'est l'idée que la guerre ne se passe pas sur le plan profond de notre volonté. En vérité, au fond de toute l'histoire, le Nefesh Abamit n'est là que pour nous mettre à l'épreuve. Il ne veut pas vraiment notre mal. Simplement, extérieurement, il donne l'impression de vouloir s'opposer à nous. C'est pour ça que l'Admor Zaken cite ici pour le Nefesh Elokit, Chefza Utzona. Il souhaite que tous les membres du corps lui obéissent. Mieux que ça. Ou soit complètement effacés, comme Merkava, comme un char. Nous, on dirait maintenant comme une voiture qui obéit à son conducteur. Yelevush les prinotea, qu'il soit un vêtement pour les 10 kochot à nefesh, qui met les voucha et ces 3 vêtements de l'âme, tavchukolam evragouf, que tous vont venir investir les membres du corps. Je récapitule. L'Admor Zaken a cité ici 4 des objectifs que recherche le Nefesh Elokit. D'abord, que l'on puisse obéir, même si on n'est pas tout à fait d'accord. Que les membres du corps viennent obéir à ce que recherche le Nefesh Elokit, même s'il n'est pas d'accord, sous la contrainte. Deuxième objectif, il recherche que les membres du corps puissent obéir avec plaisir, de façon volontaire, volontiers. Troisième objectif, il a parlé de Merkava Eler. Ça veut dire que le Nefesh Elokit a pour troisième objectif que le corps et les membres du corps puissent obéir avec bitoul. Autant que une voiture obéit à son conducteur, il ne va jamais, s'il veut tourner à droite, tourner à gauche, pas parce qu'elle aurait pu en décider autrement, mais parce que ça ne peut tout simplement pas être autrement. Voilà ce qu'on appelle le bitoul de Merkava.
Quatrième objectif, c'est dire que les ambitions du Nefesh Elokit sont très hautes. Le Nefesh Elokit souhaite que les membres du corps viennent obéir au Kochot HaNefesh, aux facultés de l'âme, comme un levouche, comme un vêtement. Ça veut dire avec une adéquation totale. Lorsque la faculté de voir, par exemple, vient s'investir dans les yeux, ou la faculté d'entendre vient s'investir dans les oreilles, ce n'est pas juste comme un conducteur qui rentre dans la voiture et qui conduit sa voiture. Il y a une adéquation totale entre le corps, la faculté de voir, et le membre du corps qui est impliqué dans la vision, l'œil. Ou pareil pour l'ouïe, il y a une adéquation totale, une fusion totale entre le corps et le lvouch. Voilà quels sont les objectifs du Nefesh Elokit. Ne souhaite pas seulement que le corps obéisse à sa volonté contrainte et forcée. Volontiers, avec bitoul. Comme un lvouch, ça veut dire avec une fusion totale. Cinquième objectif, elle a vraiment beaucoup d'ambition. Veillez à gouf kulo malemehem levadam, que le corps ne soit rempli que de sa seule volonté. Velo yavor zar betocham chas v'shalom, qu'un étranger ne vienne pas passer par là. C'est-à-dire que le Nefesh Elokit recherche l'exclusivité totale, qu'à aucun moment le Nefesh Abamit ne puisse seulement venir passer par là et exprimer seulement son avis. Le corps sera ici le seul moyen d'expression du Nefesh, et ce sera donc à nous de décider lequel va intervenir, lequel va prendre le contrôle du corps. Ça peut être le Nefesh Elokit, ou ça peut être le Nefesh Abamit. C'est pour ça que l'Admor HaZaken disait, au tout début, tout en haut de la page, ou l'homme il homme yematz. Il n'y a qu'un seul récipient. Tu le remplis avec l'un, tu le remplis avec l'autre. Mais klimale no machazik, si le keli est déjà plein, si le récipient est déjà plein de ton Nefesh Abamit, il n'y a pas de place pour le Nefesh Elokit, et s'il est déjà plein de ton Nefesh Elokit, il n'y a pas de place pour ton Nefesh Abamit. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a su développer davantage d'amour, de crainte pour Akadosh Baruch Hu, il s'engage dans Avodat Hashem, et il finit par l'apprécier, et bien du coup, les choses de ce monde ne l'intéressent même plus. Il n'a pas besoin de se brider, de se retenir, quoi que ce soit. Il y a un passage qui dit Oave Hashem Sinura. Ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu, détester le mal. Ça veut dire que c'est à toi de décider. Tu peux choisir soit d'être Oave Hashem, d'aimer Akadosh Baruch Hu, ou bien sinon, d'aimer toutes les choses de ce monde. Mais les deux ensemble ne fonctionnent pas. Je vais dire les choses autrement. Comment se fait-il que quelqu'un peut avoir des pulsions permises ou interdites, peu importe. On a déjà expliqué que c'était plus le problème. Enfin, c'est un problème, mais ça ne fait pas de différence en termes de clipote. On a sombré autant avec les ta'avot permises qu'avec les ta'avot interdits dans les charges clipote atmiot. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Évidemment, les conséquences ensuite ne sont pas les mêmes. La réparation ne sera pas la même, comme nous avons déjà beaucoup parlé les autres fois. Mais comment se fait-il que quelqu'un aime profiter de la vie? Eh bien, il y a une raison à cela toute simple. C'est que tout simplement, il n'aime pas suffisamment Hachem et la Torah. C'est la preuve qu'il n'aime pas suffisamment Hachem et la Torah. S'il aimait avec une grande flamme Hachem et la Torah, alors il n'aurait pas tellement d'attrait pour les choses de ce monde. Et si ce n'est pas encore le cas, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut faire en sorte de développer notre amour pour Akadosh Baruch Hu. Que dit le Pasuk? Ve'afta et Hachem Elokecha. Tu aimeras Hachem ton Dieu. On peut nous donner l'ordre d'aimer quelque chose. Si quelqu'un n'aime pas les chocolats, on peut lui dire tu dois aimer les chocolats. Il n'aime pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors comment la Torah peut nous donner l'ordre d'aimer Akadosh Baruch Hu? La Torah nous donne l'ordre de réfléchir, de s'instruire au sujet de la grandeur de Dieu et de développer cet amour pour Akadosh Baruch Hu. Automatiquement, ton attrait pour les choses pour les choses négatives va diminuer. Ta flamme pour les choses négatives va automatiquement diminuer. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, le matin, tu vas commencer par te tremper dans un mikvé. Ensuite, tu vas apprendre un peu la chassidoute, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, ce que tu peux. Et puis ensuite, tu vas prier convenablement, essayer de t'investir dans les mots de la tchila, d'essayer de les comprendre, d'être sérieux pendant la tchila. Ensuite, de nouveau étudier la Torah, communiquer cela aux autres, faire miftsaïm, leur proposer à ceux que tu rencontres de mettre les tfilines ou de mettre des mezuzot à leur porte. Tous les miftsaïm du Rabbi. De cette manière, tu vas essayer de développer ton amour pour Akadosh Baruch Hu. Du coup, les attraits des choses de ce monde vont beaucoup moins te parler. Ça va plus du tout t'intéresser. Et l'Admor HaZaken continue et va nous dire de façon plus précise ce que souhaite notre Nefesh Elokit, donner un peu plus de détails. Je voudrais juste préciser d'abord que ce dont nous parlons, ce n'est pas théorique. C'est vraiment ce que souhaite notre Nefesh Elokit. Alors comment ça se fait que
Et ça n'a pas l'air de fonctionner, parce que je n'ai pas laissé mon Nefesh Elokit s'exprimer. Mais il faut savoir que vraiment, à l'intérieur de nous, nous avons ce Nefesh Elokit qui a, dans ses objectifs, tout ce dont nous avons parlé. Il le souhaite vraiment. Ce n'est pas juste théorique, on pourrait dire oui, d'accord, c'est très bien, ça concerne les tzadikim. Chacun de nous a un Nefesh Elokit qui recherche ses objectifs. Derrière nous. Les trois facultés de l'intellect ne soient engagées que dans la réflexion que l'on va amener au sujet de la grandeur de Dieu. La sagesse, la compréhension, réfléchir à combien Dieu est grand, ou le lidmen, avec pour objectif de faire naître de cette manière. À aider à date, nous avons appris qu'il s'agit de la faculté qui nous permet de nous sentir concernés lorsque nous apprenons quelque chose. Eh bien, quels sentiments vont naître alors? Lorsque je comprends que Dieu est infini, qu'il est si grand, Ayira, Bemocho, déjà, je vais comprendre qu'il mérite qu'on le craigne. Première chose, quand on parle de quelque chose d'énorme et de grand, c'est un sentiment de recul que j'ai. Pachad Hashem Belibo, puis ensuite, ça vient investir mon cœur. Et enfin, Avat Hashem. Et puis ensuite, développer de l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Un amour qui va brûler comme une flamme. De manière générale, on l'a vu au moment de Surat HaOmer, les midot s'organisent de la manière suivante. Il y a d'abord Chesed, ensuite Gvura, la bonté puis la rigueur, qui correspondent dans Avodat Hashem à l'amour et la crainte. Alors si l'amour vient avant la crainte dans le schéma des Sphirot, pourquoi l'Admor Zaken nous parle ici d'abord de crainte et ensuite d'amour de Dieu? Bien, tout simplement parce que dans la pratique, le premier mouvement que va déclencher le fait d'approfondir notre réflexion au sujet de la grandeur de Dieu va être un mouvement plutôt de recul. Ça fait peur, d'abord. Et puis ensuite, lorsqu'on prend conscience que malgré tout, bien qu'Hachem soit si grand, infini, etc., il est si proche de nous, alors ça va plutôt nous amener à un sentiment d'amour pour Akadosh Baruch Hu, un sentiment de vouloir justement se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors il parle d'un amour qui est Belibo Kerish Pe'esh, un amour qui brûle comme une flamme. Parfois on décrit de manière générale deux sortes d'amour pour Dieu, Kerish Pe'esh et Ava Betanugim. On en reparlera un petit peu plus tard. Il y a d'autres prakim dans les mêmes qui vont développer ce sujet. L'idée est très simple. Imaginez quelqu'un, un enfant par exemple, qui n'aurait pas vu son père déjà depuis longtemps. Et donc il veut absolument voir son père. Et lorsqu'il exprime cette volonté de voir son père, alors il va pleurer, il va crier, d'autres mots, ça va faire du bruit, ça va bouger. Lorsque son père va arriver, il va lui sauter dans les bras, et du coup, il bouge plus. Il reste calme. Imaginez quelqu'un qui a très soif. Et il recherche de l'eau. Alors il fait du bruit, il bouge, il est actif. Une fois qu'il a trouvé de l'eau et qu'il est en train de boire de l'eau, du coup il est beaucoup plus calme. Là il peut s'asseoir déjà et ça fait beaucoup moins de bruit. Et de la même façon, il y a un amour pour Dieu que l'on appelle Kerish Pe'esh, comme une flamme. C'est un amour pour Dieu qui exprime la soif de rejoindre Akadosh Baruch Hu, mais qui du coup n'est pas encore, cette soif n'est pas encore étanchée. C'est une aspiration à rejoindre Akadosh Baruch Hu. Et alors cela fait du bruit et cela nous fait bouger. Pour cette raison que pendant la Mida, on peut voir que certains vont bouger énormément, alors que d'autres ne vont absolument pas bouger. Alors, quand je dis d'autres, ce sont plutôt les Rebbeim ou les grandes Sadikim, parce que du coup, ils n'ont pas besoin de s'opposer à quoi que ce soit. Le Rabbi, par exemple, pendant la Mida, on a pu voir sur toutes les vidéos que le Rabbi ne bouge pas. Pourquoi? Il est déjà dans les bras de son père. Il est déjà auprès d'Akadosh Baruch Hu, et dans ce cas, il ne bouge pas. Mais quelqu'un qui aspire encore à rejoindre Akadosh Baruch Hu, alors du coup, lui va exprimer cet amour et cette recherche d'Akadosh Baruch Hu avec plus de bruit, avec plus de mouvement. C'est ça que le Mozaken nous parle ici, d'Ava Kerish Pe'esh. Alors, nous n'avons pas encore terminé de décrire que sont les objectifs de notre Nefesh Elokit. Le Mozaken va donner d'autres détails. Il va nous parler aussi ensuite des objectifs du Nefesh Bahamit, juste pour comprendre, pour situer tout cela. Ce que l'Admor Zaken est en train, le développement que l'Admor Zaken est en train de faire. Pourquoi nous parler de l'opposition du Nefesh Elokit et du Nefesh Bahamit? Parce qu'en fonction de résultats, selon le résultat de la bataille, eh bien, nous allons passer du statut de tzaddik à Benoni ou à Racha. Et c'est pour cette raison que l'Admor Zaken a fait un si long développement, d'abord au sujet du Nefesh Elokit, du Nefesh Bahamit. Et puis, on va s'intéresser jusqu'au Perek Yudbet, à l'opposition, et ensuite après encore, différentes tactiques que l'on pourrait prendre, qui peuvent être engagées dans ce combat. Et on va nous parler de la façon dont ils s'opposent, parce que le résultat des courses, le résultat de cette guerre, de cette bataille, va définir notre statut. C'est-à-dire Benoni ou Racha. Et dans ce cas, l'Admor Zaken pourra nous expliquer comment faire pour devenir un Benoni. Benoni, c'est quelqu'un qui, justement, je vous le dis déjà, comme ça, on sait un peu où nous allons, ce n'est plus quelqu'un
qui fait des avérotes, même s'il les regrette. Quelqu'un qui fait des avérotes, c'est un rachat. Un rachat veralo, s'il fait des avérotes, et il est content. Il est habitué. Un rachat vetovlo, s'il fait des avérotes, et qu'il n'est pas content, il regrette ses fautes. Quelqu'un qui, au contraire, ne fait plus d'avérotes. Mais ça peut lui arriver de vouloir faire d'avérotes, mais il les repousse immédiatement. Lui, on va l'appeler un Benoni. Et c'est ce que l'Admor HaZaken veut nous expliquer, qu'on est tous capables de rejoindre le statut de Benoni. Tzadik, c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment, c'est quelque chose qui nous concerne moins. C'est quelqu'un qui serait complètement dégoûté des Averot. Pas seulement que ça lui arrive d'avoir envie, il repousse son envie. C'est que tout simplement, ça le dégoûte, ça lui passe pas. Alors, en fonction du dégoût qu'il aura, ça peut être plus ou moins profond. Et donc, on parlera de Tzadik Vetovlo et Tzadik Veralo. Tout cela pour dire que c'est le résultat de cette guerre qui va fixer et déterminer notre statut en tant que Tzadik, Benoni ou Racha. Très bien. Merci.